Les Français essayent de résister et je pense gardent quand même une vision assez holistique de l'acte alimentaire, Hmm. que ce soit les traditions culinaires, la culture et le partage, qui sont évidemment fondamentaux et, comme tu l'as dit très justement, participent aussi à la santé globale de l'individu. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Anthony Fardet, chercheur en nutrition, attaché à une alimentation préventive, durable et holistique. De formation ingénieur en agroalimentaire de l'AgroParisTech et docteur en nutrition humaine de l'université d'Aix-Marseille, il s'est imposé comme un scientifique de référence pour comprendre les liens complexes entre alimentation, santé et environnement. Anthony Fardet est reconnu pour ses travaux novateurs, notamment sur les dangers des aliments ultra-transformés et sur l'importance de ce qu'il appelle la matrice alimentaire. Il prône une approche holistique de la nutrition et a développé des concepts clés comme la règle des trois V, vrai, végétal, varié. Ses recherches et ses publications ont contribué à sensibiliser aussi bien le grand public que les décideurs sur la possibilité d'améliorer notre manière de manger pour prévenir les maladies chroniques et mieux préserver notre santé. Au-delà de ses travaux de recherche à l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, Anthony est également un auteur prolifique et un conférencier engagé, partageant son expertise avec pédagogie et conviction. Nous parlerons également de son dernier livre, paru en 2021, Pourquoi tout compliqué, bien manger et si simple. Je suis ravi qu'il ait accepté mon invitation pour discuter de son parcours, de ses découvertes scientifiques et de sa vision pour l'avenir et de la prévention santé, que ce soit au quotidien ou à l'échelle des politiques publiques. Anthony, bonjour. Bonjour Max, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc on va parler de beaucoup de choses, de tes travaux de recherche, de ton approche holistique de la nutrition, ainsi que des conclusions de tes travaux scientifiques. On parlera également, si c'est possible, du lien entre alimentation et culture, en particulier de la France, où la culture culinaire est très importante. Mais avant tout ça, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on commence par parler de ton enfance. On fait souvent ça sur Meditalks parce qu'on considère que c'est important de savoir d'où viennent un peu les gens. Et est-ce que tu peux nous dire où tu es né, par exemple? Oui, alors en fait, je suis né le 30 juin 1969 à Paimboeuf. C'est une petite localité au sud de Nantes, de l'autre côté de la Loire, entre Saint-Nazaire et Nantes, qui était un ancien port pour les bateaux, qui maintenant est un petit peu laissé à l'abandon. Donc, je suis un Pimblotin. Bon, D'accord. après, j'ai plutôt eu une enfance assez heureuse quand même, malgré les difficultés que tout le monde peut rencontrer. Moi, alors, je pense, qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est que bon, moi, j'ai toujours été passionné par la nature très tôt, D'accord. l'environnement, les animaux. Ok. Tu vivais Quand à la j'étais campagne, du jeune. coup? C'était à la campagne ou Alors, c'était... je vivais plutôt en ville à Nantes, et puis, D'accord. mais par contre, on se baladait beaucoup dans la nature, on faisait des longues marches, donc j'ai eu l'habitude de côtoyer la nature et puis aussi de passer mes vacances dans une maison à la campagne pendant de nombreuses années, de un mois, 2 mois. Donc voilà, très vite, j'étais passionné par les animaux et aussi la photographie, puisque mon père faisait de la photo depuis très longtemps. Il était passionné, donc il m'a offert un réflexe. À l'époque, c'était un beau cadeau à l'âge de 14 ans. Donc ça fait 40 ans que je fais de la photo et mes premières photos, c'était les animaux. Donc voilà, j'avais une forte sensibilité aux animaux. J'adore les animaux et à la nature et l'environnement qui va se retrouver évidemment maintenant aujourd'hui en tant que chercheur. D'accord. Et puis aussi eu la chance que ma mère et mes grands-parents cuisinaient beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai aussi eu la chance de manger des vrais aliments, cuisiner tout ça. Donc ça aussi, ça m'a sensibilisé à ce que peut-être une bonne alimentation qui est justement la moins transformée possible, mais on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Et puis ensuite, j'ai fait un bac D à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, mais qui était les sciences de la vie. J'ai fait ensuite maths sup bio. D'accord. Après, je pouvais aussi faire VetSup, c'était l'école préparatoire pour les écoles vétérinaires. Oui. Et je préférais maths sup bio parce que ça ouvrait plus de portes derrière. Pour Et l'ingénierie en particulier? voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire encore, donc j'ai toujours choisi les voies les plus généralistes et qui ouvraient le plus de portes. Et D'accord. puis après Matsup Bio, j'ai intégré l'AgroParisTech pendant 3 ans.
Et par contre, là, je pense que c'est pas par hasard. Je me suis spécialisé en sciences des aliments et nutrition en 1992. C'était la troisième année à l'AgroParisTech de spécialisation. Et D'accord, c'était la première année où il y avait une discipline nutrition humaine à l'AgroParisTech en 1992. d'accord. Ça n'existait pas avant, donc ça montre que c'est quand même une science. Enfin, disons que c'est enseigné dans l'enseignement supérieur depuis pas si longtemps que ça, ce qui Oui, ça fait c'est récent. plus de 30 ans à peu près. Ok, Et ensuite, progressivement, je me suis orienté vers la recherche parce que d'abord, je suis un éternel étudiant. Et ça c'est puis, bien. voilà, progressivement, je me suis rendu compte que c'était ma fibre profonde, que j'aimais beaucoup analyser des données, observer, collecter des données et puis élaborer de nouvelles théories, etc. Et D'accord. donc, depuis 1992, je suis resté dans le monde de la recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je- j'ai le 1er décembre, je fêtais mes 26 ans de recherche, que ce soit en tant que D'accord. Bah, doctorant, félicitations. voilà. Et donc, essentiellement de la recherche publique. J'ai fait pratiquement toute ma recherche à l'INRA. Alors, j'ai passé un an aussi à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui s'appelait l'Orstom à l'époque, un an en D'accord. Afrique, en tant que coopérant du service national. Si tu veux bien, je voulais commencer par d'abord que tu nous expliques un petit peu tout ce qui est donc ta vision holistique par rapport à réductionniste que tu as exprimé dans d'autres vidéos et dans d'autres choses, mais on va Oui, faire voilà de façon simple, assez rapide. Ensuite, on passera si tu veux bien aux aliments ultra transformés, parce que moi, à d'accord. titre personnel, j'aimerais bien comprendre aussi tout ça et en quoi c'est dangereux, les différents niveaux de transformation. Tu expliques ça aussi devant la commission d'enquête, on en reparlera peut-être aussi. Ça m'a intéressé beaucoup. Et puis on terminera peut-être avec voilà les conclusions de tes recherches scientifiques, les livres que tu as publiés aussi du coup. Et donc qu'est-ce que tu en Oui. tires comme conclusion là-dessus? Et puis Mhm. après on ouvrira sur l'alimentation et culture si tu veux bien, D'accord. Très bien. pour terminer. Alors juste pour revenir, effectivement pour nos auditeurs, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu, donc si j'ai bien compris, toi tu as une vision de la nutrition qui est holistique, Oui. en opposition à la vision réductionniste qui a lieu Alors, depuis plutôt, je dirais en complément. complémentarité. Et j'expliquerai pourquoi. Eh bien, je te laisse expliquer, ce sera plus simple. Oui, alors en fait, oui, c'est le cœur de mon parcours de chercheur. Alors, juste avant d'expliquer l'holisme et le réductionnisme, c'est important d'expliquer en fait mon coming out en tant que chercheur, entre guillemets, mais Ok. pour moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire, voilà, ça fait 26 ans que je fais de la recherche et il y a vraiment 2 fois 13 ans. Pendant les 13 premières années, j'ai mené des recherches de laboratoire, in vitro, chez l'animal, chez l'homme, voilà, sur le potentiel santé des produits céréaliers, les fibres, la fermentation des fibres, glucides lents, glucides rapides, l'effet matrice des pâtes alimentaires. J'ai travaillé sur le pain, les céréales du petit déjeuner, les bouillies de sevrage en Afrique, donc les pâtes alimentaires, les fibres aussi de céréales. Et j'étais dans une approche de laboratoire assez classique qu'on appelle, et c'est vraiment ça le cœur du cœur, je pense, c'est pour ça que je vais insister là-dessus, c'est l'approche hypothético-déductive et plutôt réductionniste. Je m'explique, on pose une D'accord. hypothèse et on la teste en laboratoire généralement, en tout cas dans des conditions contrôlées ou réduites, d'où une approche plutôt réductionniste. Et en fonction des résultats qu'on observe, on déduit, enfin, voilà, on fait des déductions et on regarde si l'hypothèse elle marche ou elle marche pas. Donc ça, c'est une grande approche scientifique. L'approche hypothético-déductive est plutôt réductionniste et qui est généralement plutôt quantitative. C'est-à-dire, on pose une hypothèse et on mesure. Ok. Sauf que moi, j'étais pas à l'aise dans cette recherche, pour être tout à fait franc. J'étais même plutôt malheureux parce que voilà, je me sentais pas un chercheur heureux et Parce que j'ai mis du temps. intuitivement, ça correspondait pas à une explication du monde réel ou quel était le Non, problème c'est parce particulier? qu'en fait, j'étais pas dans la bonne approche de la recherche, puisqu'il y en a deux grandes. Là, j'ai D'accord. décrit la première, et mon profil de chercheur était plutôt dans l'autre que je vais vous décrire, qui est l'approche empirico-inductive et holistique. Je m'explique. En fait, bon, je prends un exemple. Newton, Ouais. l'histoire de Newton et de la pomme qui tombe. Newton se balade dans un champ avec un ami, enfin, c'est ce qu'il Ouais. raconte, et il voit tomber une pomme. Alors, je crois que la vraie histoire, elle lui est pas tombée sur la tête, mais il voit tomber une pomme dans son verger. Et en fait, il induit la loi de la gravité. C'est-à-dire qu'en fait, il observe, d'où empirique, empirico, et il déduit pas, il induit, c'est-à-dire c'est une intuition. Et il induit la loi de la gravité. Donc en fait, l'approche empirico-inductive, c'est on observe, alors c'est soit des données dans le réel ou des données publiées, on essaye de les agréger pour élaborer par induction, mais pas déduction, par induction,
ce qu'on appelle des théories holistiques ou unificatrices. Donc, c'est ce qu'a fait Newton avec la loi de la gravité ou Darwin avec la loi de l'évolution. Et ensuite, on bascule dans la première approche hypothético-déductive, où cette nouvelle théorie unificatrice ou holistique, puisqu'on recrée les liens entre les données, eh bien, on va la tester dans des conditions spécifiques. Et si, en la testant après, selon l'autre approche hypothético-déductive et réductionniste, on voit qu'elle marche, ça ne fait que renforcer la théorie élaborée de manière intuitive, voire hypothétique. Voilà, donc c'est un aller-retour toujours entre D'accord. ces deux approches. Et moi, quand j'ai commencé la recherche, comme la recherche en nutrition humaine, la recherche hypothético-déductive et réductionniste était archi-dominante, D'accord. je me suis retrouvé dans cette démarche et j'ai compris au début des années 2010 qu'en fait, j'avais beaucoup plus un profil dans l'approche empirico-inductive et holistique. Donc, ce qui m'a D'accord. amené à partir de 2011 de complètement changer de braquet, de tout reconsidérer, de quitter la recherche de laboratoire et d'essayer d'appliquer cette approche empirico-inductive dans toute la chaîne agroalimentaire pour élaborer de nouveaux concepts et théories holistiques. Ok. Donc, ça va donner la règle des 3 V pour un régime sain et durable, qu'on appelle 4V maintenant, et j'expliquerai pourquoi. On Ok. s'est demandé quel pourrait être un score de composition, un score pour les aliments holistiques, ce qui va donner Mhm. 6K. On s'est demandé ce que pouvait être l'approche holistique de l'aliment, ce qui donne l'effet matrice, qu'on relie aux maladies chroniques, vous voyez, Ok, alors etc. j'aimerais bien que tu passes un peu de temps pour expliquer tout ça. D'abord, peut-être si on prend un exemple sur la nutrition, effectivement, entre l'approche réductionniste et l'approche holistique que tu exprimes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reste sur une approche uniquement réductionniste, on va regarder le détail des nutriments qui composent un aliment et on va essayer de Oui, regarder l'impact sur l'homme à partir de ça. L'approche holistique, du coup, qu'est-ce que ça prend en compte d'autre ouais. ou comment ça complète cette approche? Ben, l'approche réductionniste en nutrition, on va partir de l'aliment. L'aliment est un système complexe. Mhm. Et dans les sciences de la vie, il n'y a que des systèmes complexes. Et il faut rappeler à nos auditeurs que les sciences de la vie sont d'abord des sciences holistiques, c'est-à-dire multidimensionnelles par essence. Mhm. Sauf que on a appliqué à la nutrition, on a appliqué, je dirais, aux sciences alimentaires, la pensée réductionniste occidentale qui était dominante, notamment systématisée par René Descartes, et issue notamment des sciences physiques et chimiques, vers les années 1850, qu'on a appliqué à l'aliment, ce qui va nous permettre de découvrir, de décortiquer l'aliment et d'essayer d'en isoler, de comprendre de quoi il est fait, ce qui est Ce qui est utile, hein, légitime aussi, évidemment. parce qu'il faut Oui, aussi oui, réduire le réel pour le comprendre à un bien moment. sûr. C'est ce que disait Descartes. Il faut, les systèmes complexes étant trop difficiles à étudier tels quels, il faut les déconstruire en leurs parties constitutives Mhm. et étudier ces parties séparées pour comprendre le système. Donc, c'est une approche tout à fait nécessaire et qu'il faut continuer, bien évidemment. Le problème, on va voir, il est ailleurs. Donc, on a déconstruit l'aliment et on a étudié les nutriments séparément. Donc, on va découvrir les glucides, les calories, les vitamines, etc. On va lutter contre les carences, les déficiences, définir l'étape de composition alimentaire, les besoins nutritionnels du corps humain des nutriments, le devenir métabolique de chaque nutriment. Donc, tout ça est très bien, mais insuffisant pour prévenir les maladies chroniques. Et ce réductionnisme qui a été poussé à l'extrême, est devenu un ultra-réductionnisme. C'est-à-dire qu'on a fini par se déconnecter de la réalité et de réduire l'aliment et l'effet santé d'un aliment Ok, je comprends. à une somme de nutriments. On passe à côté de quelque chose, en fait. On oublie une partie du problème quand on a cette On approche. finit par regarder les parties et on veut expliquer l'ensemble par quelques parties. Et D'accord. donc ça va donner l'ultra-transformation, puisque Donc, c'est si là l'aliment... qu'intervient la notion de matrice. Excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est pour bien comprendre. C'est Ouais, là que va intervenir la notion de matrice, du coup, qui essaie de prendre en oui, compte plusieurs aspects de l'aliment, plutôt que juste ses nutriments c'est qu'il ça. en Bah, en compose. fait, en complément de l'approche réductionniste, l'approche holistique, dans le système, elle va s'intéresser au lien entre les parties. D'accord. C'est le mot-clé de l'approche holistique, c'est le lien. Mhm. Et donc, toutes les approches holistiques mettent la valeur sur le lien. Par Alors, je exemple, crois que tu avais pris, excuse-moi, mais c'est pour bien comprendre, encore une fois, pour que nos auditeurs comprennent bien, je crois que tu avais pris quelque part, j'ai vu ça, l'exemple d'une boule à facettes. Et je trouvais que c'était un bon exemple. oui, Chacune des facettes sont, disons, les nutriments qui composent un aliment. oui. Mais effectivement, si tu casses la boule à facettes et que tu retrouves tous les petits morceaux par terre, ça reste les mêmes nutriments, la même composition. Mais par contre, le fait que ce soit organisé sous forme d'une boule, bah, ça correspond un peu à la matrice et au lien entre les différentes facettes de la boule. Bah oui, si vous cassez la boule et que vous récupérez toutes les facettes et que vous les empilez, c'est la même composition que la boule, mais la fonction est perdue. Tout à fait. La fonction de tourner, d'éclairer. Et donc, en fait, la fonction est perdue parce qu'il n'y a plus les liens, les bons liens entre les facettes. Et c'est pareil pour l'aliment, c'est-à-dire que
Si l'aliment n'est qu'une somme de nutriments, ben, on casse et on isole les briques et puis on refait des aliments ultra transformés à partir de briques de différents aliments. Mhm. Sauf qu'on a cassé les liens et qu'on a créé de nouveaux liens artificiels. Donc en fait, l'approche holistique, c'est voir l'aliment dans sa complexité, c'est-à-dire l'effet matrice, c'est-à-dire que deux aliments de même composition, mais qui n'ont pas forcément la même structure tridimensionnelle, n'ont pas d'abord le même effet physiologique puis métabolique Ok. chez l'être humain. C'est très bien démontré avec les sucres lents et rapides, hein, chez les féculents, qui n'est qu'une question d'effet matrice. Tu peux prendre des exemples de ça, par exemple? Oui, bah, par exemple, on sait qu'une amande, alors si vous prenez une amande entière ou finement broyée en poudre, hein, c'est la même Mhm. composition, Mhm. mais le devenir métabolique des lipides n'est absolument pas le même, la mastication n'est pas la même, la vitesse de transit n'est pas la même, donc ça, vous pouvez aussi l'appliquer aux féculents. Par exemple, plus la mie d'un pain est dense, plus l'index glycémique est bas, à D'accord. composition identique. Donc, l'effet matrice est fondamental et nous avons relié, on est les premiers à l'avoir fait au monde. En 2022, on a publié un article où on essaye de démontrer, toujours selon cette approche empirico-inductive, que les maladies chroniques dans le monde, c'est pas du tout un problème de composition des aliments, mais de matrice alimentaire excessivement dégradée ou artificialisée. Donc, on a D'accord. voulu relier les maladies chroniques à l'effet matrice des aliments. Et ça, D'accord. c'est vraiment un changement de paradigme considérable parce que ça veut dire que pour faire un aliment sain, il faut faire des aliments avec les matrices les mieux préservées possibles et non Ok. pas jouer sur la composition. Alors, on va arriver Euh, tout doucement sur les aliments ultra transformés du coup, puisque tu fais le pont. Mais juste avant de passer à ça, je voudrais parler du fromage 2 minutes, si ça te gêne pas, parce que ouais, j'ai vu précisément, et moi depuis que je suis tout petit, le fromage c'est quand même connu pour être gras, hein, ça y a pas de problème, plus ou moins gras, mais enfin ils sont gras. Et j'ai vu effectivement quelque part, d'une part qu'il y avait une étude qui avait été faite, je crois que c'est sur Nutrinet Santé, que la consommation de fromage, en tout cas de produits laitiers fermentés, n'avait pas de lien avec ouais, les maladies classiquement cardio-cérébrovasculaires, je sais plus si c'était ça le mot, ouais, ouais. et au contraire, que la consommation assez importante de produits laitiers fermentés réduisait plutôt ces risques-là. Et donc, est-ce que Mm. ça, c'est lié à la matrice, c'est-à-dire à la structure du fromage lui-même, et le fait qu'il y ait du gras du coup dedans, ben, n'est pas si grave que ça, entre guillemets. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans un nutriment, il faut toujours distinguer le nutriment que l'on qualifie de matriciel ou cellulaire, c'est-à-dire naturellement présent dans l'aliment, du nutriment qui a été extrait puis qui va être ajouté après. C'est vrai pour aussi les glucides et les sucres. Ok, Donc en fait, dans le fromage ou les produits laitiers fermentés, on a un gras qui est naturel, matriciel, comme dans l'avocat. Et il ne pose pas de problème. Le gras n'a jamais posé de problème pour la santé. Ce qui pose un problème, c'est le fait d'en ajouter. C'est-à-dire, le mot-clé, c'est le mot ajout. C'est-à-dire que pourquoi ça pose problème? Parce que c'est un gras qui n'a plus de matrice, qui est, on dit en science, acellulaire ou amatriciel. Et donc, c'est le fait d'ajouter beaucoup de gras qui peut poser problème dans la cuisine. D'ailleurs, je renvoie toujours à la recommandation de l'OMS sur les sucres libres, qui dit de ne pas dépasser 5% de calories quotidiennes en sucre libre. Et le mot-clé, c'est pas sucre, c'est libre. Donc, les sucres en tant que tels sont neutres. La vraie question, c'est est-ce qu'ils sont libres ou naturels? Et dans les sucres libres, vous avez tous les sucres ajoutés industriels, les sucres des jus de fruits qui, justement, par pressage, ont été extraits des cellules, et le sucre du miel, qui est un peu plus minoritaire et anecdotique. Donc, en fait, les gens confondent nutriments et effet matrice. C'est-à-dire que les nutriments d'un aliment, au départ, sont neutres. Et la valeur des nutriments dépend de l'ensemble. Donc, plus l'ensemble est de qualité, plus le nutriment va exercer un effet santé métabolique chez l'humain positif. Donc, dans les sucres lents et rapides, qui concernent surtout les féculents, c'est bien plus on dégrade la matrice, plus le féculent a un index glycémique élevé. Et on sait que si on consomme beaucoup d'aliments à index glycémique élevé, on peut créer une insulinorésistance ou voire un prédiabète. Et donc, on voit bien que c'est pas une question. Et je vais même jusqu'à dire que le diabète de type 2 n'est même pas fondamentalement une question de glucides et de sucre, mais une question d'effet matrice. Et donc, en fait, ce qu'il faut, et c'est vrai pour le gras, même les acides gras saturés, bon, effectivement, des études épidémiologiques sur la consommation régulière de fromage ne montrent pas d'effets négatifs de manière générale hein, sur la santé, notamment cardiovasculaire. Mais c'est un gras naturel. Et donc, ok, c'est pour ça qu'en fait, quand on prend toutes les données en nutrition et qu'on essaye de trouver des théories unificatrices, c'est ce que j'ai essayé de faire, ça m'a amené justement à remettre l'effet matrice au centre et à voir que tout renvoie à l'effet d'accord. matrice au final en termes de recommandations alimentaires.
D'accord. Et donc maintenant je comprends du coup on passe à l'ultra transformation effectivement et tu vas nous expliquer un petit peu ça, mais j'allais te demander et essayer de comprendre parce que sincèrement naïvement je comprenais pas. Je pouvais imaginer qu'on prenne effectivement un aliment, tu expliques ça dans plusieurs vidéos, qu'on en sépare ses nutriments, qu'on enlève les fibres, etc. pour après les Ouais. recomposer. Je pouvais imaginer que pourquoi pas, ça restait un aliment qui était sain. En fait. Précisément, c'est ce que tu es en train d'expliquer, c'est que comme on a cassé la matrice, donc le rapport entre les différents nutriments, la façon dont ils se structurent et ils s'organisent dans l'aliment, eh ben, on a un aliment qui est précisément de moins bonne qualité, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux expliquer du coup effectivement ce que c'est l'ultra transformation, les différents niveaux? Je vais Oui. comprendre que tu l'expliquais en 3 niveaux et pourquoi du coup après tu vas nous expliquer pourquoi c'est pas bon du coup pour la santé humaine, je veux Ah, dire. oui, alors, avant l'avènement ce que j'appelle les techniques d'ultra-transformation, ça regroupe plusieurs types de procédés. L'humanité utilisait 4 types de traitements technologiques, hein. Pas 3 ni 5, mais bien 4. Les traitements thermiques, mécaniques, fermentaires et l'ajout d'ingrédients culinaires pour conserver notamment le salage et le sucrage. Bon, avec ces 4 traitements, bon, il y avait des maladies chroniques, hein, notamment dans la bourgeoisie où l'obésité était plus présente parce qu'ils mangeaient très riche. Mais en tout cas, on n'avait pas un tel niveau de pandémie mondiale de maladies chroniques. Euh, Après-guerre est apparu progressivement les techniques d'ultra-transformation, issues de cette pensée ultra-réductionniste, hein. Donc, le problème, c'est pas le réductionnisme, c'est l'ultra-réductionnisme, où on se déconnecte, on a tellement décortiqué le système qu'on se déconnecte de la réalité et on finit par fabriquer des aliments virtuels, comme sont beaucoup d'aliments ultra-transformés que j'ai appelés des faux aliments ou fake food. Et donc, ces techniques d'ultra-transformation, bah, puisque l'aliment n'est qu'une somme de nutriments, eh bien, on peut très bien le déconstruire, puisque les liens entre les nutriments n'ont pas d'importance, alors que pourtant, le potentiel santé de l'aliment repose d'abord dans la qualité des liens entre les nutriments. Bah, on va déconstruire les aliments par une forme de cracking, un peu comme le pétrole, pour générer des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, alors, il y a des techniques d'abord de raffinage qui n'est pas du cracking. Ensuite, on va isoler par des techniques de purification, d'extraction. Ensuite, il y a aussi la synthèse enzymatique et chimique qui peut être appliquée à ces briques élémentaires, où on peut même synthétiser des molécules qu'on va mettre dans nos aliments en laboratoire. Et puis, il y a les techniques de soufflage et de cuisson-extrusion. Voilà à peu près les techniques d'ultra-transformation qui n'existaient pas D'accord. avant, Tu ou peux de prendre un manière très exemple? marginale. Très Est-ce que tu peux prendre un marginale. exemple d'aliment qui sera pas transformé, un petit peu transformé, très transformé, parce que tu parles d'ultra transformation, je sais pas précisément à quoi ça correspond. Ouais. Bah, l'ultra-transformation, c'est tout simplement un aliment qui contient au moins un marqueur d'ultra-transformation. Et donc, il faut juste dire aux gens ce que sont ces marqueurs. Il y en a 4. Les 3 premiers, vous pouvez les trouver sur l'emballage. Ça demande quand même un œil exercé, d'où l'importance de sensibiliser. En fait, il faut bien comprendre que le but de l'ultra-transformation n'est pas la santé, c'est l'argent. C'est-à-dire, on essaie de créer des aliments qui vont se vendre. Et donc, ces marqueurs d'ultra-transformation ont une visée cosmétique, c'est-à-dire pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Et dans les 4 groupes de marqueurs que je vais vous décrire, l'objectif est soit de modifier la couleur, l'arôme, le goût, la texture, de l'optimiser de façon à ce soit on mange le produit plus que de raison, soit on le rachète ou on consomme toute notre vie. Donc ça, c'est très, très rentable. Donc c'est ça le but, en fait, de cette technologie où l'aliment s'est mis au service de la technologie pour des raisons financières. Et c'est là Ok. qu'a été la dérive. Donc, on a tous les additifs cosmétiques. Donc, il y en a 3, colorants, texturants et modificateurs de goût. Les conservateurs, c'est pas de l'ultra-transformation. Hein, dans les additifs, il y a 2 groupes. Il y a pour conserver et cosmétique. Et le cosmétique, par définition, n'est pas indispensable. C'est pour ça que moi, je dis que l'ultra-transformation des aliments, c'est la chirurgie esthétique des aliments. On essaye de leur redonner une belle apparence, Ok. même si le fond n'est pas bon. Et donc, les additifs cosmétiques, ensuite tous les arômes naturels, extraits d'arômes synthétiques. Ensuite, tout ce qui n'est ni arôme ni additif cosmétique. Donc, on va trouver des composés, notamment le sirop de glucose, qui est très, très utilisé dans l'ultra-transformation, le dextrose, le sucre inverti, les maltodextrines, des graisses hydrogénées trans. Alors, en France, on n'en utilise quasiment plus, mais il y a des pays où ils continuent à en utiliser. Et puis, certains isolats de protéines et de fibres qui ne sont pas classés comme des additifs. Ça, c'est sur l'emballage. Et donc, s'il y Ok. en a au moins un, c'est un aliment ultra transformé. Puis ensuite, le 4e marqueur, c'est les cuissons, extrusion et soufflage, principalement, qui sont appliqués aux féculents et qui dégradent excessivement les matrices, les rendent friables, moins masticables et augmentent énormément leur index glycémique, qui fait que ces féculents bah, sont presque plus proches du sucre que d'un glucide complexe à index glycémique bas. Ok. Donc, en fait, voilà. Alors après, Donc, il y a 2 types d'aliments ultra transformés, je terminerai là-dessus pour répondre ouais, à ta vas-y, vas-y. question.
tu as des vrais ingrédients, des vrais aliments auxquels on va ajouter ces marqueurs. Alors, Mhm. soit pour exacerber la couleur, soit pour corriger un goût, une acidité. On va rajouter des sucres industriels ultra transformés cachés pour un petit peu exacerber le goût. Donc, c'est pour ça qu'on trouve du sucre dans les carottes. Voilà, on va jouer sur la texture en faisant des cuissons extrusion et des soufflages. Et puis, il y a un deuxième type d'aliments ultra transformés qui, là, sont des nouveaux aliments où on recombine vraiment les briques élémentaires. Par exemple, les steaks végétaux, c'est typiquement ça, les sodas, des barres chocolatées, des bonbons, où là, c'est des nouveaux aliments qui n'existent plus dans la nature. Donc, on est déconnecté totalement de la nature. C'est de la synthèse, quoi. Voilà, d'où l'ultra-réductionnisme qui nous déconnecte du réel. Et bah, on crée des nouveaux aliments. Et c'est cette deuxième catégorie que j'ai appelée les fake food ou faux aliments. Voilà. Ok. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire de ce que c'est qu'un aliment ultra transformé. Non, c'est très clair. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, j'imagine que là-dessus, puisque c'est ton travail, il y a une littérature scientifique, des études qui ont été réalisées déjà sur tout ce Mmh. qui est nourriture, du coup, ultra transformée, aliments ultra transformés, Ouais. qui prouvent bien que ça a un impact qui est mauvais sur la santé humaine et que Mmh. c'est pas bon. J'imagine qu'il y a pléthore de publications là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste encore à Oui, creuser? oui. Non, non, la littérature. Alors, le concept a été publié la première fois en 2009 et la classification NOVA du degré de transformation a été finalisée vers 2013 et elle va être publiée dans le guide brésilien de recommandations alimentaires en 2014, qui est le premier guide au monde à être basé sur le degré de transformation avec une approche holistique, justement, où il parle quasiment pas de nutriments. Et je pense Ok. que c'est une bonne chose pour le grand public. Et les recommandations, on n'a pas vraiment besoin de parler de nutriments, mais j'y reviendrai. Et donc, en fait, euh, oui, j'ai oublié la question de départ, excuse-moi, c'était... Non, la question, c'est de savoir s'il y avait vraiment une littérature Ah oui, la très claire là-dessus, littérature. scientifique, parce que le but aussi Oui, de notre podcast, c'est, si tu veux, c'est de voir ce qui est en prévention, parce ouais. qu'il y a pas mal de conneries qui sont racontées sur la prévention, avec des gens Mm, qui racontent un peu n'importe quoi. J'ai la chance d'être avec toi aujourd'hui. A priori, tu as étudié le sujet de façon scientifique, et donc mm. j'aimerais bien qu'on reste attaché à cette partie-là, Oui, et à la partie scientifique, et au bon sens aussi, sans devenir dingue, mais se baser sur des faits et des choses qui ont été quand même vérifiées et prouvées, etc. Et donc, je te oui. demandais effectivement si bah, le fait que les aliments ultra transformés aient un impact négatif sur la santé humaine soit quelque Mm. chose de sûr et de vérifié ou pas. Oui, alors, bah, donc les articles utilisant le concept d'ultra transformé sont croissants chaque année. D'accord. Depuis voilà, la première étude épidémiologique date de 2012. Et Mhm. donc, ça fait 12 ans. Et en 12 ans, on approche, puisque je collecte les études toutes les semaines, on approche de 240 études épidémiologiques, Ok. au sein desquelles on a 100 études longitudinales prospectives. Parce que dans l'épidémiologie, il y a deux types d'études, hein. Je la fais simple, puisque je Mhm. suis pas épidémiologiste, mais pour nos auditeurs, je pense que c'est suffisant. Oui, Il oui. y a soit on prend une photographie à un instant donné, et puis on regarde ce qui se passe à l'instant T, ou soit on suit les gens dans le temps. Donc, c'est plus robuste de suivre les gens dans le temps et de voir l'apparition des maladies. Donc, c'est Plus ce qu'on compliqué appelle à réaliser l'étude, aussi. voilà, prospective longitudinale. Donc, sur ces 240 études, il y en a 100 longitudinales, donc ce qui est quand même beaucoup. Et puis ensuite, on fait même des synthèses d'études longitudinales, ce qu'on appelle les méta-analyses. Donc, il y a eu une méta-analyse qui a été faite, qui a été publiée, je crois, en début d'année, qui est la plus récente, où justement, il a fait la synthèse de tout. Et donc, quand on compare les gros consommateurs et les petits consommateurs ou ceux qui n'en consomment pas, parce que c'est ce qu'ils font en épidémiologie, hein, ils calculent un risque entre les plus gros consommateurs et les petits ou ceux qui n'en consomment pas, eh Mhm. bien, on a une évidence scientifique assez forte sur la mortalité précoce, toutes causes confondues, c'est-à-dire que le fait de mourir plus tôt que prévu est associé à une consommation excessive d'ultra transformés, santé mentale, notamment la dépression, et diabète de type 2. Ensuite, on a une évidence scientifique moins forte parce que peut-être qu'il y a moins d'études. Donc, évidemment, plus il y a d'études, plus ça permet d'être robuste. Et peut-être les populations sont plus hétérogènes. Donc, l'obésité, le surpoids, le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, les cancers totaux et j'en passe. Il y a aussi des études sur la dégradation de l'ADN, sur les problèmes de fertilité du sperme masculin, sur la santé des yeux. Enfin, il y a de plus en plus d'études. D'accord. Je pense que pour nos auditeurs, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. C'est ce que j'appelle le double effet ubiquitaire, pour faire une synthèse de tout ça. C'est que finalement, on voit qu'une consommation excessive d'ultra transformés semble affecter toutes les fonctions du corps, que ce Ok. soit l'ADN, le système cardiovasculaire, le système nerveux avec la santé mentale. Donc tout semble toucher. Donc, et puis ensuite, quelle que soit la population, on observe le même effet sur la planète. C'est-à-dire que dès que ces aliments pénètrent une société, un pays, eh bien, on voit apparaître en parallèle, même s'il y a d'autres causes, hein, comme la baisse de l'activité physique ou la pollution environnementale, mais Oui, c'est une corrélation, disons, c'est pas une voilà, relation de c'est cause une à effet, mais. corrélation.
on voit quand même, mais qui doit alerter, c'est-à-dire que dès que ces aliments pénètrent une société ou un pays, eh bien, on voit apparaître en parallèle les mêmes maladies chroniques que dans les pays occidentaux. C'est ce qu'on observe aujourd'hui dans les pays émergents, dans le Maghreb, et puis de plus en plus dans les pays en développement où on a le triple fardeau nutritionnel. Avant, c'était malnutrition et carence, et maintenant, on peut rajouter surnutrition et maladies chroniques. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Et Ok. puis, je terminerai là-dessus parce que ça a été publié cette année, c'est-à-dire que, évidemment, maintenant, les chercheurs euh, essaye de voir à partir de quel seuil on commence à voir apparaître la maladie chronique, de quel seuil de consommation. Eh bien, cette année, il y a un article qui a publié ce qu'on appelle les courbes dose-réponse, c'est-à-dire ils ont simulé, pour chaque augmentation de 5% de calories quotidiennes en aliments ultra-transformés, comment augmente le risque de mortalité précoce, toutes causes confondues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une courbe linéaire à partir de 5%, c'est-à-dire une courbe linéaire qui monte. C'est Ok. quasiment la même courbe que pour le tabac et l'alcool, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une courbe où pendant une période, il ne se passe rien, et puis après, ça monte, ce qu'on appelle les courbes en J. Voilà. Ok. Donc, voilà. C'est-à-dire, Et dès le donc, début de la consommation, c'est négatif pour ton voilà. Alors organisme. après, si on doit Faudrait définir un regarder. seuil, C'est-à-dire que c'est une question aussi de, j'imagine, c'est la dose qui fait le poison quand même. Donc, j'imagine que si on consomme de temps en temps un aliment ultra transformé, je sais pas, je il n'y a pense au aucun souci. Coca-Cola, Non, non, il n'y a c'est pas aucun grave. souci. En fait, le seuil, il va être difficile à établir de toute façon. Donc, on est juste dans de seuil de précaution. Il doit probablement, sous couvert de courbe de dose-réponse pour toutes les maladies chroniques et au-delà de la mortalité précoce, autour de 10-15% de calories par jour, grand maximum, c'est-à-dire 1 à 2 produits par jour. Et après, en fait, l'idée, c'est de dire que l'ultra-transformation doit être l'exception et non la règle. Or, aujourd'hui, c'est en train de devenir la règle et c'est le but de ces grandes entreprises, c'est que ce soit la règle pour nous. Mais si c'est utilisé dans des situations de niche, pour dépanner, ou en curatif, la Mhm. nutrition entérale et parentérale, c'est par définition ultra transformé puisque c'est des nutriments isolés. Là, il n'y a pas de souci. Si Oui, je c'est pour comprends. bien-être quelqu'un ou l'empêcher de mourir, ça va être une solution ultra transformée en curatif, évidemment. Mais en préventif, l'idée, c'est de réduire au maximum et d'en faire l'exception et non la règle. Je crois qu'on peut rester sur ce message. En France, on consomme Ok. 34% de calories, un tiers des calories par jour ultra transformées. Donc déjà, pour avoir toujours des indicateurs faciles à retenir, c'est au moins divisé par deux, quoi, pour arriver à 17%, essayer l'idéal de passer en dessous de 10% des Ok. calories quotidiennes. On en consomme un peu trop, du coup, quand même. Ouais, ouais, beaucoup trop. Mais alors après, C'est dans les pays clair. anglo-saxons, c'est au-delà de 40, Pire. 50, Oui. 60%. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce que ça, c'est une information parce que tu nous expliquais tout à l'heure que tu pouvais voir en fait cette information-là d'ultra transformation en regardant derrière des paquets d'aliments, tout simplement, en regardant ce qu'il y a dedans, s'il y a voilà, le mot m'échappe, mais des marqueurs Les d'ultra marqueurs transformation. d'ultra-transformation, des mutes, ouais. Voilà. Et est-ce que du coup tu serais favorable aussi de le symboliser avec une sorte de score comme le Nutri-Score de façon plus visible pour que les gens comprennent plus facilement, qu'ils aient moins à s'embêter à regarder le détail? Ou est-ce que tu Mhm. penses que c'est pas une bonne idée, qu'il faut faire confiance aux gens et leur expliquer comment ça se passe? Du coup, j'en profite pour te poser la question, est-ce que tu penses que du coup le Nutri-Score est quelque chose de trop restrictif? Est-ce qu'il a quand Mhm. même du sens? Est-ce qu'on peut discuter de tout ça un petit peu? Ah, oui, alors c'est vrai que je me suis beaucoup exprimé sur le Nutri-Score, mais je vais plutôt expliquer le fondement scientifique et mon positionnement à moi, parce que ça fait depuis 2011 que D'accord. je travaille sur les scores, ça fait 13 ans. Oui, je pense que l'ultra-transformation, c'est quand même compliqué, mais c'est compliqué pas à cause de nous, c'est les industriels qui ont compliqué les choses, c'est pas nous. Les listes d'ingrédients à rallonge, compliquées, c'est pas nous. Et donc, le consommateur, c'est normal qu'il sache pas les reconnaître, puisque même moi, avant de m'intéresser en 2013-2012 à l'ultra-transformation, j'étais pas du tout conscient de ça, quoi. Donc, Je il comprends. faudrait un label. Alors, nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec l'index SIGA, le score SIGA en 2017. Alors, SIGA a fermé en 2022, donc n'existe plus, mais la science est toujours là, puisqu'on a publié 4 articles scientifiques, où on a voulu justement développer on avait une application smartphone SIGA, où on utilisait la classification NOVA des Brésiliens du degré de transformation, et puis on avait rajouté des critères plus réductionnistes, on va dire, ou qui n'étaient pas pris en compte par Nova, parce qu'on voulait travailler avec le consommateur, mais les industriels et la distribution. Et pour ça, on trouvait qu'il fallait une granulométrie un petit peu plus fine. Et donc, on avait ajouté comme critère dans un arbre de décision l'ajout de sel, sucre et gras, mais l'ajout, et pas totaux, Ok, je justement, parce que comprends. si on prend les totaux, ça marche pas. On avait pris en compte l'effet matrice. Donc, par exemple, Nova, dans le groupe des aliments peu pas transformés,
un jus d'orange maison 100% pressé frais est au même niveau que l'orange. Or, on sait que c'est pas la même chose d'un point de vue scientifique. Mhm. Et puis, dans les ultra transformés, on avait distingué pour le consommateur trois groupes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, par exemple, un aliment qui n'a qu'un marqueur d'ultra transformation, on pouvait pas le mettre au même niveau qu'un steak végétal qui en a 15, parce que c'est quand même la combinaison de ces marqueurs qui est nocif pour la santé. Et donc, plus il y a de marqueurs, moins c'est bon, et aussi pour la planète, si on a l'occasion d'y revenir, pour Ok. l'environnement. Donc, alors moi, je me suis toujours positionné contre les scores de composition qui sont utilisés dans le monde en priorité pour choisir les aliments. C'est une Mhm. tendance mondiale, hein, c'est pas seulement le Nutri-Score, mais Oui. il y a le Nordic Key-Hall dans les pays nordiques en Scandinavie, il y a le Health Star Rating Labeling System en Australie qui est assez proche du Nutri-Score. Ça, c'est ce qu'on appelle des scores agrégatifs, où on agrège quelques parties de l'aliment en un score agrégé. Mhm. Et puis, il y a les scores batteries, où on met les nutriments séparés, comme les nutritional warning au Chili, je crois, les losanges noirs là, pour chaque nutriment. D'accord. Bon, ça, je suis moins contre d'isoler les nutriments, mais il faudrait mettre les nutriments ajoutés. Parce que c'est l'ajout qui pose problème, c'est pas les totaux. Donc, Ok. moi, je me suis toujours positionné pour des raisons scientifiques, hein, que j'ai publiées, contre les scores de composition et notamment agrégatifs, hein. Donc, je voudrais D'accord. avoir un discours plutôt générique, notamment, pas seulement sur Nutri-Score. Je comprends. Pour diverses raisons, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais il y a au moins 10 raisons scientifiques. C'est-à-dire, d'abord l'approche scientifique derrière ces scores agrégatifs, c'est la même qui a amené à l'ultra-transformation. C'est-à-dire voir l'aliment comme une somme de quelques nutriments. Je comprends. Donc, pour moi, ces scores, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est une approche Score réductionniste, en agrégatif fait, de la même et façon. ultra transformé, c'est les faces pile et face. Mhm. Et le corps de la pièce, c'est le même système de pensée ultra réductionnisme. Donc, si vous voulez, comme moi, j'ai pris Je conscience comprends. que l'ultra réductionnisme génère de la maladie, Mhm. ça ne peut pas le prévenir. Donc, ça, c'est la raison fondamentale. Et puis, la Je deuxième comprends. raison fondamentale, c'est qu'un aliment sain n'est pas un aliment équilibré d'un point de vue nutritionnel, puisque ça n'existe pas, à part le lait maternel, et qu'un aliment sain est un aliment le moins transformé possible. L'équilibre nutritionnel, c'est vrai au niveau du régime. On vous dit de manger varié pour composer votre régime, pour avoir l'équilibre. Mais tous les aliments sont déséquilibrés. Il y a d'autres raisons. Alors pourquoi le lait maternel est équilibré? Ça m'intéresse ce que tu dis là. Le lait maternel serait le seul aliment équilibré. Il faut définir ce que ça veut dire équilibré, du coup. Oui, alors pourquoi? Bah, parce que le nouveau-né n'a besoin que du lait maternel pour grandir. Donc il y a Ah, tout ce d'accord, qui... c'est adapté à son régime à lui à ce moment-là, quoi. Bah, il a tous les nutriments dans le lait de sa maman pour grandir. D'accord. Il ne mange aucun autre aliment avant le sevrage. Donc c'est le seul aliment vraiment équilibré. Mais Ok. après le sevrage, eh bien, on commence à diversifier. Et pourquoi on diversifie? Parce qu'aucun aliment n'apporte tout. Bah, sinon, ça se saurait, il suffirait de manger un seul aliment sur toute la planète Mhm. de sa naissance à sa mort. Donc, en fait, on se trompe sur ce que c'est qu'un aliment sain. Et nous, on a redéfini un aliment sain. Là aussi, je pense qu'on est les premiers à l'avoir fait, comme l'aliment le moins transformé possible, pour être évidemment à la fois bon, comestible, Mhm. sain, durable et sûr. Sûr au niveau sanitaire. Voilà. Et donc, ça change tout parce que on passe d'une lecture sur l'étiquette de la composition à la liste des ingrédients. Donc pour nous, Mhm. c'est la liste des ingrédients qui devrait être en gros sur l'emballage, parce que c'est ça qui dit la qualité de votre aliment, en fait, global, holistique. La vision Mhm. holistique, alors, on n'a que ça hein, pour le consommateur, mais pour avoir une vision holistique du potentiel santé de l'aliment, il faut regarder d'abord la liste des ingrédients. Et ensuite, c'est ce qu'on a fait avec SIGA, l'ajout de sel, sucre et gras. Évidemment, si vous mettez des tonnes de sel, sucre et gras ajoutés, mais parce qu'ils sont Ok. ajoutés, ça pose problème. Ça peut poser problème pour la santé. On le sait que les sucres libres peuvent être associés au diabète, au carie, enfin plein de choses. Ok. Très clair. Bah, donc du coup, ça veut dire qu'on arrive justement au effectivement aux conclusions. Les conclusions de tout ça, c'est que c'est l'histoire des 3 V, j'imagine. C'est que du coup, pour Oui, avoir un régime alimentaire, bon, alors on va pas dire qu'il y a certains aliments qu'il faut qu'on consomme tout le temps, etc. Mais par contre, il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre. Et justement, c'est sur ces 3 vrais. Donc vrai, végétal et varié, si je me rappelle bien. ouais, c'est ça. Et donc il faut essayer que son régime alimentaire corresponde à ces 3 critères-là. C'est ça? Alors oui, alors maintenant c'est les 4 V. Alors Je explique-nous. vais expliquer pourquoi. Alors en fait, il faut comprendre d'abord que la règle des 3 V participe typiquement de cette approche empirico-inductive et holistique pour caractériser la relation entre l'alimentation et la santé globale, humaine et environnementale. C'est-à-dire qu'on a observé les données et de toutes ces données, on a essayé de voir quels étaient les points communs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une théorie sous-jacente qui était cachée Mhm. derrière ces données? Et bingo,
ça donnait les 3V. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait caractériser de manière très générique et holistique et qualitative, non pas quantitative, la relation alimentation-santé globale. Mhm. Donc, on connaissait le ratio produits animaux sur végétaux, qu'on appelait végétal, pour mettre l'accent sur le fait d'augmenter le végétal et varier. Ça, c'était connu. Mhm. Mais nous, on a rajouté, quand j'ai découvert l'importance du degré de transformation en 2012-2013 avec Nova, eh bien, on a rajouté le degré de transformation qui était le chaînon manquant. C'est-à-dire, pourquoi ça ne marchait pas avant? Parce il manquait une pièce du puzzle qui était la plus importante des trois. Elle manquait, en fait. D'accord. Donc, Donc vrai veut voilà. dire non ultra transformé. Vrai veut tout simplement dire non ultra transformé. Donc, ça peut Ok. être brut, peu transformé ou normalement transformé. Et donc, en fait, parce que si vous voulez végétaliser et varier, tant qu'on n'a pas séparé les vrais des faux aliments, ça n'a pas de sens parce que vous allez végétaliser avec de l'ultra transformé. Mhm. Donc, la plus importante des trois, et cette hiérarchie, on l'a découvert un peu plus tard, qu'on a publié en 2022, c'est bien vrai, et ensuite végétal et varié. C'est-à-dire, au sein des vrais aliments, on végétalise et on varie un peu plus, tout Ok. simplement. Et donc quel est le Et quatrième V alors? alors, le quatrième V, parce que les trois V, c'est la qualité de l'assiette, du régime, et donc on s'est interrogé aussi sur le mode de production. Donc, nous, on avait dit au varié, si possible, bio-local et de saison, mais c'était un petit peu réducteur. Et après, proposition de Michel Duru, avec qui je suis en contact, qui est directeur de recherche honoraire à l'INRA et qui travaille sur le concept du Nexus One Health, santé globale, une seule santé pour l'INRA. Il m'a dit, moi, je te propose d'appeler les techniques de production vivant. Pourquoi? Pour mettre en évidence une agriculture qui protège le vivant. Donc, je trouvais que son idée était bonne. Donc, l'article est en cours, a été soumis dans une revue française. J'espère qu'il sera publié en 2025. Et donc, on rajoute D'accord. vivant pour la qualité de Parce que si vous mangez 3V conventionnel, agriculture conventionnelle intensive, ça n'a pas le même impact qu'un 3V vivant, c'est-à-dire avec une agriculture régénératrice. Alors je Voilà. comprends, mais par contre pour moi c'est un critère qui est presque un petit peu à part. J'explique pourquoi je vois ça, parce que les trois premiers V, ils s'attachent à voir si l'aliment est de qualité pour l'humain qui va l'ingérer. C'est ça. Le dernier V, vivant donc, il me semble est un petit peu à côté, parce que tu peux imaginer, je sais, bah, tu peux par exemple prendre en compte la souffrance animale par exemple. On mange par exemple de la viande. Au bout d'un moment, les animaux on les tue pour les manger. Bon bah l'animal, finalement on fait passer notre plaisir alimentaire ou gustatif avant la vie d'un animal. Et donc, du coup, bah, dans ce cas-là, comment faire l'équilibre? Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir un aliment, je pense à du foie gras, allez, puisqu'on est en période de Noël. Le foie gras, c'est un aliment, a priori, qu'on peut consommer, qui a un plaisir gustatif qui est important, c'est pour ça que les gens le consomment. Par contre, est-ce que ça va respecter du coup l'environnement ou la vie au sens large? Je sais pas, Hmm. tu vois, il me semble qu'il y a des contradictions du coup qui apparaissent là, qui sont pas de même nature. Le quatrième V, tu t'attaches à l'environnement du coup et pas à la santé de l'individu qui va consommer l'aliment. C'est bien ça? Bah, en fait, si les quatre sont réunis, c'est l'impact maximal pour la santé Ok, c'est globale. l'idéal C'est-à-dire, quoi. voilà, si les quatre sont réunis, c'est l'idéal pour la santé humaine et environnementale. Après, dans les 4V, le régime qui en découle, c'est un régime plutôt flexitarien ou dénitarien, c'est-à-dire on mange beaucoup moins de produits animaux, mais de meilleure qualité, en essayant, alors il n'y a que de l'extensif dans les 4V, c'est-à-dire il n'y a pas du tout d'élevage intensif, 0%. Or aujourd'hui, D'accord. sur la planète, plus de 85% des animaux sont élevés en intensif dans des conditions effroyables. Mhm. Après, il y a le positionnement scientifique et après, il y a l'humain. C'est-à-dire, scientifiquement, le régime qui semble émerger, c'est celui qui dérive des 4V, c'est-à-dire un régime flexitarien avec une agriculture régénératrice. C'est le système agricole le plus adapté. Là aussi, c'est la science qui le soutient de plus en plus. C'est un système de polyculture élevage extensif de taille moyenne en agroécologie. Ça, c'est l'idéal. Après, en tant qu'humain, évidemment, on peut faire le choix de ne pas manger d'animaux, donc d'être végétarien, voire Mhm. végétalien, mais là, c'est un engagement philosophique. Mhm. Mais Ou dans la inversement, règle des on 4, peut faire voilà, le dans la choix règle des de... 4V, quand je dis vivant, ça ne veut pas dire qu'on ne tue pas d'animaux, soyons clairs. Donc, si on D'accord. voulait rajouter le bien-être animal, ce que fait le Planet Score d'ailleurs, qui met maintenant le bien-être animal, ça peut. Alors, l'idée, c'est de dire on peut toujours être plus holistique, c'est évident. Il y a pas, en Oui, fait, il y a pas. puis après, c'est des choix politiques, c'est-à-dire que, ou Voilà, mais après, philosophiques. Tu vas vers il du y a végétarien si tu veux prendre en compte le bien-être animal, tu manges pas d'animaux, quoi. Bon. voilà, exactement. Donc en fait, bon, après l'idée du flexitarisme, c'est-à-dire on mange un peu de produits animaux évidemment, Mhm. mais c'est qu'au moins, alors je sais que les végétariens et les végétaliens ne sont pas d'accord, ils auront raison, mais là c'est plus un positionnement purement scientifique. Mhm. C'est qu'au moins, je pense souvent aux Inuits et aux Indiens quand ils tuaient un bison ou un phoque, Mhm. ils tuaient peu d'animaux
et il remerciait l'animal d'avoir donné sa vie pour prolonger la leur. C'était un Mhm. peu ça l'esprit. Bah, Donc respecter le vivant, pour le coup. voilà, donc, bon, mais il tuait quand même des bisons et des phoques. Mhm. Et voilà, donc moi, c'est plutôt ça pour l'instant, mon positionnement. Mais après, peut-être que bientôt, je deviendrai végétarien parce que c'est vrai que si je veux combler mon incohérence entre mon amour des animaux et le fait d'en manger de temps en temps, c'est pas cohérent. On est bien d'accord. Mais Mais je bon. sais pas, non, non, je sais pas si c'est pas cohérent. C'est une Mais question voilà, que je donc pose. moi, Moi, je suis pas j'essaye maintenant végétarien, mais. voilà, de choisir de la viande parce qu'en fait, c'est le mot viande. La viande, ça inclut le poisson, la viande Oui, blanche et tout la à viande. fait. C'est-à-dire, la définition de la viande, c'est des parties, c'est tout simplement, c'est une partie morte d'un animal qu'on consomme. C'est ça le mot, la Oui, définition tout de à fait. viande, pour faire simple. Et donc, effectivement, le végétarien ne consomme plus du tout de viande, seulement des produits laitiers, des œufs, voire du miel qui dérivent des abeilles. Mhm. Moi, j'ai toujours cette question-là. Je ne sais pas si c'est une bonne interrogation. Je m'interroge, mais sur le fait de tuer ou pas effectivement les animaux, est-ce que c'est pas Mm. lié finalement à bah déjà à la cruauté, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a des endroits où ça se passe très mal, c'est-à-dire que l'animal souffre énormément. Déjà, Oui, si l'animal ne souffre pas ou le minimum possible, c'est déjà quand même un bon point. tout Et à puis après, fait. est-ce que c'est pas lié aussi à la complexité de son système nerveux, tu vois là, c'est pas la même chose de tuer un bœuf ou une crevette. Je dis des choses Mm. comme ça aussi simplement, mais et donc j'ai pas de position arrêtée là-dessus. Je comprends qu'il faille respecter les animaux, en tout cas, et le vivant, de toute façon. Mais quand bien même, j'aime bien manger de la viande et une côte de bœuf me fait plaisir. Mais donc, voilà, Oui, j'ai du oui, mal à tout à voir où est fait. l'équilibre là-dedans. Ouais, bah, la règle des 4 V s'arrête au bien-être animal dans le sens de les élever de la meilleure façon qui soit Ok. jusqu'à leur mort. Voilà. Mais il y a quand même, Respecter le vivant, ça me va bien. voilà, il y a quand Tout même à la fait. mort de l'animal à un moment dans le régime flexitarien, c'est vrai. Tout à fait. Et voilà, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. Peut-être un jour on mangera plus du tout de viande du tout, on mangera plus d'animaux et ce Alors, sera bien comme tu ça. me fais une transition parfaite parce que bah, je sais pas moi quel sera l'avenir et je sais pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Je suis pas là pour dire moralement ce qui est bien ou pas bien. Je sais pas. Je peux parler que moi de mon expérience et voilà. Mais par contre, il se trouve qu'on vit en France pour le coup dans un pays éminemment intéressé par qui a une culture culinaire très Oui, importante et vraiment la bouffe prend beaucoup de place en France. c'est vrai. Juste pour te citer un exemple qui m'avait beaucoup frappé, j'avais un ami anglais quand j'étais étudiant et puis il m'avait interpellé un jour à table, on discutait avec d'autres amis français, et il m'a dit mais vous passez votre temps à parler de bouffe à table. Et lui il me disait mais c'est bon, on est déjà en train de manger, on va pas encore en plus parler de nourriture. Alors après les Anglais ont une culture très différente par rapport à ça, mais Mm. c'est vraiment quelque chose qui est quand même ancré dans notre culture. Visiblement en plus c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Il y a une culture historique voilà de bien manger en France. Et donc c'est ça que maintenant je voudrais peut-être mettre en contraste parce que tout ce qu'on vient de dire avant néanmoins se rentre pas forcément en opposition, mais disons rentre frontalement en contact, disons, avec la culture culinaire de l'endroit où on se trouve, et en Mm. l'occurrence en France, avec effectivement du foie gras, du saucisson, enfin je sais, on connaît tout ce qui est en France comme Oui, richesse oui. culturelle, du vin, beaucoup de choses. Du coup, où est la limite, si tu veux, comment articuler ces deux choses-là? C'est ça un peu ma question, parce que on peut pas non plus bah, détruire tout l'historique culinaire d'un pays, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, et ses traditions culinaires, bah, au prétexte que il faudrait manger comme ci ou comme ça parce que ce serait mieux pour le corps ou pour la souffrance animale, même si ça se défend. Et en même temps, il faut bien en tenir compte. Donc, comment ces choses-là peuvent s'articuler et comment l'équilibre peut se trouver? Je ne sais pas si c'était une réponse, mais est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là maintenant? Oui, bien sûr. Alors, nous, on a publié une étude écologique sur la France, justement, par rapport aux 3V. On voulait voir l'adéquation du régime des Français global, hein. Et les études écologiques, c'est des études par pays, pour la faire simple. On appelle ça écologique, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça s'appelle des études écologiques où on compare des données par pays et puis on voit les corrélations. Et donc, on voulait voir le régime français à partir des études INCA de l'ANSES, qui sont les grandes études représentatives de la population française de consommation. Et effectivement, on se rend compte que, bah, moi, en tout cas chez les adultes et les moins de 18 ans en France, on est quand même assez loin des 3V. C'est-à-dire J'imagine. qu'on est dans le top 10 des plus gros consommateurs de calories animales par jour, puisqu'on approche, on n'est pas loin des 35-40%, ce qui est énorme, énorme. Nous, dans les 3V, c'est pas plus de 15%. Alors, c'est un équilibre mondial, évidemment. On ne va pas imposer les 15% à tout le monde. Il faudra aller voir les articles pour voir comment on est arrivé à 15%. En tout cas, les Inuits, on va les laisser tranquilles, hein. On ne va pas leur demander 15%, puisqu'ils sont presque l'hiver à 90% de calories animales par jour. Donc, les Français consomment trop de produits ultra transformés, un tiers de calories quotidiennes, donc divisé par deux, et trop de produits animaux, 35-40%, donc là aussi divisé par deux. Donc, le message à retenir pour la France, pour être plus durable, Mhm. c'est de réduire par deux
tous produits animaux confondus et les produits ultra transformés. Et ensuite, le varié, bah, on peut toujours l'améliorer parce que c'est bon pour la planète, pour la diversité. Donc, on n'est pas non plus, on peut faire mieux au niveau du varié. Donc, la France est Ok. quand même dans le top 10 des plus gros consommateurs de produits animaux. Alors, l'idée, c'est pas de détruire les traditions culinaires, puisque nous, on a publié un article qui s'appelle La régionalisation des régimes sains et durables à partir des 3V. Les 3V, voire les 4V, c'est pas un régime. C'est des règles génériques scientifiques qui, après, doivent être appliquées avec intelligence selon les pays, les cultures, les traditions et les interdits religieux. Donc, par exemple, en Auvergne, il y a beaucoup de charcuterie, de fromage, où je suis. Bah, l'idée, c'est pas d'arrêter, mais c'est d'en manger avec intelligence et des produits de haute qualité pour les produits animaux. C'est Et avec important. parcimonie, quoi. Pas tous les Voilà, jours. tout simplement, tout en respectant les traditions, les conditions pédoclimatiques. Donc, on peut très bien avoir un régime 3V auvergnat qui n'est pas le même qu'un régime 3V breton, Mhm. dans le Nord, en Australie. Après, il y a les pays désertiques, donc il faut voir comment on peut faire, hein, parce qu'ils n'ont pas des fois de surface agricole pour nourrir leur population, pas assez, comme l'Égypte, par exemple, peut-être la Mauritanie. Donc, ils sont obligés d'importer. Donc, qui dit importation dit produits industriels souvent. Donc, voilà, après, nous, les 4V, c'est plutôt un guide scientifique et générique. Après, comment on peut le décliner localement, selon les régions ou les pays, pour avoir plus de durabilité, mais tout en respectant évidemment les cultures et les traditions. Donc en France, on est le pays au monde où on passe le plus de temps à table par jour, et le pays où on en passe le moins, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est moins d'1 heure, et la France, c'est un peu plus de 2 heures, 2h10. Donc on voit bien que le repas est beaucoup plus que de la santé, c'est même du plaisir avant tout, mais du Mhm. plaisir de partager et du plaisir gustatif. Donc le plaisir sera toujours au centre de l'alimentation, de toute façon, c'est la Et puis porte ça amène de d'entrée. la santé aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est Voilà, parce que aussi tu partages un bon plat avec des amis ou ta famille ou que sais-je, des gens que t'aimes en général, que tu vas te sentir bien aussi. Donc ça a un impact sur la santé, exactement. Ben, outre l'aliment lui-même. c'est ça l'approche holistique, c'est que, par exemple, j'avais vu une étude où un même repas mangé en groupe, c'est-à-dire partagé, Hmm. bah, n'aura pas le même effet physiologique que si on mange seul devant un écran. C'est C'est-à-dire exemplaire. que, par exemple, devant un écran, on a tendance à moins mastiquer, donc on stimule moins la satiété, on mange de manière plus compulsive. Par contre, quand on est en groupe, comme on échange et qu'on passe plus de temps, on va mastiquer plus longtemps. Et mastiquer, c'est la santé, c'est le premier acte digestif que l'on fait, c'est la mastication. Et donc, Mhm. si l'effet matrice ne comptait pas, eh bien, on serait né sans système digestif, hein, parce que le seul but de notre système digestif, c'est de déconstruire les matrices alimentaires. C'est son seul but, en fait. Mhm. Donc, l'effet matrice est fondamental, et donc, mastiquer est très important. Donc, effectivement, les Français essayent de résister, et je pense gardent quand même une vision assez holistique de l'acte alimentaire, Mhm. que ce soit les traditions culinaires, la culture, et le partage, qui sont évidemment fondamentaux et, comme tu l'as dit très justement, participent aussi à la santé globale de l'individu. Mhm. Donc si je comprends bien ta réflexion, en fait tout ça est compatible, la dose fait le poison, il faut être raisonnable dans ce qu'on Tout consomme, à fait. mais on peut tout à fait consommer de façon Ouais. saine en respectant les traditions locales sans problème, Ah c'est oui, une oui, question bien sûr. Oui, d'être oui. raisonnable. Ah oui, oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, D'accord. je pense même que la règle des 4V euh, stimulera, stimulera l'agriculture locale, parce que c'est un article qu'on a publié en début d'année sur transformation des aliments et sécurité alimentaire et nutritionnelle. On arrive à la conclusion que pour la durabilité, il faut mieux 100 petites entreprises de transformation locale qu'une grande multinationale. Donc en Mhm. fait, moins on mange ultra transformé, plus naturellement on va stimuler une transformation plus localisée. Donc en fait, les 4V sont au contraire extrêmement compatibles avec une agriculture localisée et les traditions culinaires. Donc en fait, parce qu'il n'y a pas de secret, si vous voulez qu'un aliment fasse des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres, vous êtes quasiment obligé de l'ultra transformer d'un point de vue sanitaire, qu'il se conserve longtemps et qu'il soit bon. Mhm, tout à fait. Mm. Donc j'imagine que c'est pour tes travaux scientifiques et cette position raisonnable que tu as été auditionné, du coup, si j'ai bien compris, c'était en 2018, Oui, une commission d'enquête à l'Assemblée nationale ouais, c'est ça. sur l'alimentation industrielle. Mm. Et donc ils ont sollicité ton expertise. J'ai Mm. vu cet enregistrement. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que tu leur as expliqué, mais j'imagine un peu la même chose qu'aujourd'hui, et surtout comment tu t'es retrouvé impliqué là-dedans, dans cette expertise. J'imagine que du coup, tu as un enjeu qui doit t'intéresser de modifier ou d'améliorer en quelque sorte la politique publique quoi, de prévention de santé d'une façon Oui, bien générale. sûr. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Oui, c'est important. Ouais. Moi, effectivement, je suis un chercheur engagé, mais pas militant, parce que j'ai jamais été vraiment militant, mais engagé, c'est-à-dire que pour moi, la science doit être au service de la société et doit l'améliorer, et non pas, comme l'ultra-réductionnisme, la dégrader.
Parce que l'ultra-réductionnisme, c'est bien ce qu'il a fait avec l'ultra-transformation. Donc, moi, je suis contre rien, je suis pour. C'est D'accord. Et donc, important. pourquoi ils t'ont auditionné, du coup? Pour Alors, cette voilà. raison-là? Donc, parce que je pense qu'ils ont été interrogés par mes travaux, puisque Mhm. je pense que il y avait, dans le monde et en France, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs qui étaient revenus justement à cette approche holistique qui avait été oubliée. Donc, je pense qu'ils ont été touchés par cette nouvelle approche qui était vraiment novatrice, puisque en 2017, je venais de publier mon premier bouquin sur halte aux aliments ultra transformés. C'est une commission d'enquête parlementaire. Donc, c'est moi qui ai introduit le concept en France en 2017. Alors, mon éditeur m'avait parlé en 2016 dans un article, mais c'est vraiment avec la publication de ce bouquin que ça a pris une ampleur très importante, si bien qu'aujourd'hui, alors après, il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Et donc, Loïc Prudhomme a proposé une commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle et la santé, donc en interrogeant plusieurs chercheurs. Donc, j'ai été invité à l'Assemblée pour présenter mes travaux. Donc, j'ai parlé de la règle des 3V, de SIGA, ce qu'on avait fait, parce que nous, on pensait que SIGA était un score qui rendait très bien compte du vrai potentiel santé des aliments. Et puis, j'ai parlé des approches holistiques et réductionnistes. Voilà, à peu près de quoi j'ai parlé. Et dans le rapport final parlementaire, j'ai été beaucoup cité, donc j'ai été entendu. Mais après, par contre, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conséquences pour l'instant. Mais je pense que ça D'accord. va venir petit à petit, puisque j'imagine que le prochain Programme national nutrition santé 5 va beaucoup plus inclure des recommandations sur l'ultra-transformation. Enfin, je l'imagine. D'accord. Ok, bah, très bien. Écoute, merci. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas évoquées? J'imagine plein, mais qui pourraient tenir pour conclure? Est-ce que, je sais pas, Bah, peut-être des conseils à donner aux gens ou alors des choses que tu vois pour le futur sur ces thèmes-là? Tu as une idée? moi, c'est l'idée que je défends, c'est-à-dire quand on revient à l'essence même de l'alimentation, c'est-à-dire son essence holistique, en fait, on s'aperçoit que bien manger pour soi et la planète est assez simple sur le papier. C'est pour Mm. ça que j'ai fait un deuxième bouquin pour essayer de le démontrer. Bien, pourquoi tout compliquer, bien manger est si simple? Parce qu'en fait, pour nous, ça tient dans les 4V, parce que comme on voulait justement aider la société, dans ce désir scientifique d'aider la société, on en est arrivé aux 4V. 3V, puis ensuite les 4V. Et donc, en fait, c'est un outil qui est facile d'appropriation, où on ne parle pas de nutriments ni de quantification, on parle juste de dimension qualitative. Donc, pour les gens au quotidien, tout simplement, entre guillemets, c'est d'essayer de réduire l'ultra-transformation, de végétaliser un peu plus, et puis de varier un peu plus, et puis de regarder l'origine des produits. Puis j'ai à peu près tout dit, en fait. Ok. Après, on peut rajouter quand même quelques sous-règles dans les vrais aliments, Mm. voilà, qui sont importantes, c'est-à-dire de ne pas ajouter trop de sel, sucre et gras. Mm. Après, une fois qu'on est dans les vrais aliments, hein. Parce que, par exemple, à une certaine époque, dans les bourgeoisies où ils mangeaient beaucoup de sucre raffiné, de gras ajoutés, quand même, il y avait de l'obésité. Ensuite, plutôt favoriser les aliments solides à liquide, ça c'est important. Toujours l'effet matrice, hein, on en revient toujours à l'effet matrice finalement au cœur des recommandations. Et puis, la troisième règle, c'est les féculents complets à favoriser sur les raffinés. Mais là aussi, on est dans l'effet matrice. Donc en fait, D'accord. moi, mon vœu, c'est que les recommandations alimentaires maintenant ne tournent plus autour de la composition. Enfin, je dis pas qu'elles ne tournent qu'autour de la composition, évidemment, mais qu'elles devraient maintenant, au centre, il devrait y avoir l'effet matrice. Pour moi, le concept et le paradigme clé scientifique pour la santé humaine et globale, c'est l'effet matrice. Plus on fera des aliments avec des matrices de qualité préservées, mieux ce sera pour la planète et la santé humaine. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes tes explications qui me semblent à la fois étayées scientifiquement et de bon sens. Ça me semble assez pertinent. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Et Merci, puis, Max. Merci je de ta pense que ça confiance. intéressera beaucoup de nos auditeurs. Merci, Anthony. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.